Si vous envisagez réaliser un projet dès l'envergure, organisation des immeubles R+2, R+3, R+4, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo et surtout à prendre en considération les informations que nous allons partager avec vous, car lorsqu'on parle de réalisation d'un projet de construction, on parle des sécurités des vies humaines. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Bengue, je suis fondateur de l'entreprise de bâtiment Newsat et promoteur de différentes plateformes Django Academy. Dans cette plateforme, nous partageons avec vous de nombreux conseils, des astuces qui vont vous permettre de mieux planifier votre projet, de mieux le structurer, de mieux le peaufiner et surtout d'assurer un meilleur suivi lors de la phase de réalisation. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble comment éviter que votre immeuble ne s'effondre. Alors depuis un moment, nous avons constaté de nombreux effondrements d'immeubles, de grands immeubles dans les grandes villes de Yaoundé et Douala au Cameroun. Et cela devient de plus en plus inquiétant entre les pertes de vies humaines et pertes matérielles. Plusieurs années d'économie qui disparaissent comme ça là d'un trait, ça fait quand même mal. Et donc, nous avons pris l'engagement de réaliser cette vidéo afin de vous apporter, à vous, maîtres d'ouvrage, de nombreuses informations qui vont vous permettre, à votre niveau, d'éviter que cela ne puisse se réaliser pour votre projet. Alors, si vous envisagez réaliser un projet dès l'envergure, réalisation d'un immeuble R+2, R+3, R+4, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo et surtout à prendre en considération les informations que nous allons partager avec vous, car lorsqu'on parle de réalisation d'un projet de construction, on parle des sécurités des vies humaines. Parce que oui, il y a des vies humaines qui sont en jeu lorsqu'on parle immobilier. Ce n'est pas uniquement une affaire d'argent. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. C'est-à-dire que lorsque c'est mal fait, on peut avoir des pertes en vies humaines. Et cela peut vous hanter pour de nombreuses années. Alors, comment éviter que votre immeuble s'effondre? Si vous avez réalisé un immeuble et que votre immeuble est debout, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous souhaitons que cet immeuble reste debout pendant de nombreuses décennies, que ça ne se fonde jamais. Mais si vous envisagez réaliser un projet de construction d'un immeuble sur plusieurs étages, ces vidéos, ces informations que nous allons partager avec vous vont énormément vous aider et vous devez les prendre en considération. Alors, pour éviter qu'un immeuble ne s'effondre, soit pendant la réalisation ou lorsqu'il est déjà fonctionnel, il est important de travailler à deux niveaux. Premier niveau, lors de la phase de conception de ce projet. Deuxième niveau, lors de la réalisation. C'est lors de ces deux grandes phases que vous devez travailler pour éviter que votre projet ne s'effondre soit pendant la réalisation, parce que nous avons vu également des immeubles qui sont effondrés pendant la réalisation lorsque les techniciens étaient encore en train de travailler, ou alors que votre immeuble ne s'effondre après lorsque c'est déjà fonctionnel. Et nous avons également vu des cas d'immeubles comme ça qui avaient déjà mis de nombreuses années et qui finalement se sont effondrés. Il ne suffit pas que le voyage soit réalisé et qu'il soit debout pendant 1 an, 2 ans pour croire qu'il ne peut s'effondrer à n'importe quel moment. Alors, première étape, lors de la phase de conception. Comment éviter donc que votre immeuble ne s'effondre pendant la phase de conception? Quelles sont les dispositions à prendre pendant la phase de conception? Et là, je vous invite également à parcourir la vidéo que nous avons eu à faire, qui explique en quelque sorte comment est-ce que les bâtiments sont conçus, comment la conception d'un bâtiment se fait. Mais ici, nous allons nous attarder sur certains points spécifiques qui vont permettre d'éviter que votre projet ne se réalise. Là-bas, vous pourrez avoir d'autres informations concernant d'autres aspects de la conception d'un projet de construction. Alors, lors de la phase de conception, c'est vrai, ce n'est pas vous qui concevez le bâtiment. C'est l'architecte, c'est l'ingénieur qui assure la conception. Ce sont ces deux personnes-là qui vont assurer la conception de votre projet. Mais, c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui choisissez l'architecte.
c'est vous qui choisissez l'ingénieur. C'est vous qui décidez si vous allez vers un architecte ou pas. Et c'est vous qui décidez si vous allez vers un ingénieur ou pas. Donc en réalité, vous avez une part de responsabilité à ce niveau-là lors de la phase de conception. Parce que c'est vous qui allez choisir les personnes qui vont travailler, à la conception de votre projet. Et même lorsque vous avez choisi l'architecte, vous avez choisi votre architecte, vous avez choisi votre ingénieur, c'est encore vous qui allez prendre certaines décisions importantes. Parce qu'eux, ils vont vous faire des propositions et vous pouvez choisir d'investir sur tel aspect de votre projet ou pas. Par exemple, lors de la conception de votre projet, il y a ce qu'on appelle la conception architecturale, qui est le travail principal de l'architecte. Il va réaliser la conception architecturale de votre projet sur la base de tout ce que vous allez lui fournir comme information. Et là, vous pouvez également regarder la vidéo que nous avons partagée sur les 2 choses à faire avant de contacter un professionnel, avant de commencer la conception de votre projet. Donc, lorsque vous avez eu à faire ces 2 choses-là, vous allez donc contacter l'architecte et il va commencer la conception de votre projet, la conception architecturale de votre projet. Il va vous expliquer en quelque sorte, en fait, il va travailler sur le fonctionnement de votre maison, si c'est votre résidence par exemple, le fonctionnement, ou alors si ce sont les immeubles, les appartements, 1+3, 1+4, le fonctionnement de ce bâtiment-là et tous les éléments qui vont entrer qu'il faut prendre en compte pour le fonctionnement de ce bâtiment-là, l'architecture extérieure, même intérieure de ce projet-là. Et là, jusque-là, il n'y a pas de problème. Parce que là, il ne fait qu'exprimer votre désir, il ne fait que matérialiser sur le papier ce que vous souhaitez, sur le papier ou alors sur la machine, ce que vous souhaitez. Et votre rêve en quelque sorte. Maintenant, les choses importantes commencent lorsque l'ingénieur entre en action. Parce que justement, le travail de l'ingénieur consiste à s'assurer que votre désir soit réalisé et qu'il reste viable pendant de longues années. C'est-à-dire que le travail de l'ingénieur est de se rassurer que le projet qui a été conçu par l'architecte peut être exécuté et peut résister aux intempéries, à son propre poids même pendant de nombreuses décennies. Et surtout, c'est lui qui va définir comment est-ce que cela peut être possible. C'est-à-dire qu'il va d'abord se rassurer que ça peut être possible. Et lorsqu'il définit comment ça peut être possible, il va ensuite définir comment ça doit être réalisé pour que ce soit possible sur le terrain. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider. Par exemple, le diamètre des poteaux, le diamètre des fers qu'il faut dans les poteaux là, les différentes, le type de plancher même qu'il faut et comment est-ce que ce plancher-là doit être réalisé. Lorsque je parle de plancher, je parle de la dalle. Tous les éléments qu'il faut dans la dalle pour que cette dalle-là reste debout pendant de nombreuses années. Tous les éléments caractéristiques de votre ouvrage, c'est l'ingénieur qui va les définir. C'est lui qui va définir toutes les caractéristiques afin que chacun des éléments reste solide et ne fléchisse pas. Parce que justement, lorsqu'un élément de votre ouvrage fléchit, il est possible que cela puisse fragiliser tout l'ouvrage dans son ensemble. Alors il va donc s'attarder sur chacun des éléments qui constituent votre ouvrage afin que ce dernier puisse rester debout pendant de nombreuses années. Donc voilà un peu le travail de l'ingénieur. Il va donc entrer en action et c'est lui en quelque sorte qui va se rassurer justement que votre immeuble ne s'effondre pas. En fait, c'est à son niveau principalement que le travail est effectué pour que votre ouvrage ne s'effondre pas plus tard lors de la réalisation ou alors même après la réalisation. Et donc lui, lorsqu'il va faire son travail, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Il a par exemple besoin des informations concernant le type de sol sur lequel on va poser cet immeuble. Il a besoin des informations caractéristiques de ce sol-là. Lorsqu'on parle, ce n'est pas superficiellement qu'il va avoir ces informations. Il faut faire des sondages. Et là, on parle de l'étude géotechnique. Il va donc commander une étude géotechnique. Il va vous dire, cher monsieur, chère madame, vous souhaitez réaliser un immeuble 1+3, 1+4. Et pour cela,
Moi, ingénieur, j'ai besoin d'informations concernant le sol sur lequel vous voulez réaliser votre immeuble R+3, R+4. Vous avez acheté votre terrain, c'est bien. On voit le relief sur le plan superficiel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a sous ce terrain-là. Est-ce qu'il y a de l'eau sous ce terrain? Est-ce que c'est le marécage? Si c'est le marécage, quelles sont les caractéristiques de ce marécage-là? Est-ce que c'est un rocher? J'ai besoin de savoir les informations sous ce terrain-là. J'ai besoin de connaître tout ce qu'il y a sous votre terrain, par exemple de 500 mètres carrés. J'ai besoin de connaître de quoi est constitué le sous-sol de votre terrain de 500 mètres carrés. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse une étude géotechnique. Une étude géotechnique pour pouvoir déterminer les caractéristiques physiques, géologiques de votre sol, du sol de votre terrain, du sous-sol de votre terrain, quoi. Voilà. Et maintenant, à ce niveau, c'est vous qui prenez la décision de valider cette étude géotechnique ou pas. Parce que justement, ce qui arrive, nous sommes sur le terrain, ce qui arrive généralement, c'est que lorsque vous sollicitez, vous dites au client que oui, il faut effectuer une étude géotechnique, moi je vais vous raconter une anecdote. Il y a une cliente qui nous sollicite pour son projet de construction. C'était dans la ville de Yaoundé. Elle voulait construire un immeuble R+3. Dans sa tête, c'était ça. Elle veut construire un immeuble R+3. Les appartements, 2 appartements par niveau. Nous descendons sur le terrain, on examine son terrain, on voit le relief. Et puis on lui fait comprendre que madame, pour assurer la sécurité de votre investissement, pour assurer la sécurité des personnes qui vont, des usagers de votre futur immeuble, il est important qu'on puisse réaliser une étude géotechnique afin de déterminer la qualité de votre sous-sol et de savoir le type de fondation qu'on va réaliser pour que votre immeuble reste debout. Et pour ça, il faudrait qu'on fasse justement une étude géotechnique. Elle dit OK, lorsqu'on fait l'approuvement, on donne le prix de l'étude géotechnique. Elle dit non, elle ne peut pas investir un pareil montant pour son étude géotechnique. Compte tenu de la superficie de son terrain et de son bâtiment, nous avons évalué l'étude géotechnique à 600 000 francs. Et elle a refusé catégoriquement de payer pour cette étude géotechnique. Et nous avons pris l'engagement de nous séparer d'elle directement. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous engager à finaliser la conception de votre bâtiment même déjà, sans avoir fait une étude géotechnique. Et nous avons décidé de laisser ce bâtiment-là, de laisser ce projet-là. Et on s'est désengagé. Par la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, justement, il y a donc ces personnes-là qui sont dehors, qui veulent réaliser un projet comme celui-là, bâtiment R+3, mais qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas sortir 600 000 francs, par exemple, pour une étude géotechnique qui va permettre de sécuriser les personnes qui vont utiliser ce bâtiment-là et qui vont permettre de sécuriser votre investissement. Et donc, ça là, et bizarrement, il y a donc des personnes qui vont, pas bizarrement, régulièrement, il y a des personnes qui vont s'engager, qui vont accepter concevoir un projet comme celui-là sans devoir réaliser une étude géotechnique, qui vont accepter, exécuter même ce bâtiment, mettre en œuvre ce projet de construction-là sans avoir sondé, sans avoir fait les études du sol, sans savoir ce qui se trouve dans le sous-sol. Est-ce qu'il y a l'eau dans le sol? Parce que vous pouvez voir un terrain qui, à première vue, est, on va dire ça comment, latéritique, mais qu'il y a de l'eau en dessous, vous ne savez pas à quel niveau est-ce que la nappe phréatique passe, quelle est la hauteur, par exemple, de la nappe d'eau sur ce terrain-là. Est-ce qu'il peut y avoir glissement plus tard? Ça, vous ne savez pas. Et donc, il est important de pouvoir réaliser une étude géotechnique. Et c'est dans là où vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez valider la réalisation d'une étude géotechnique. Ne laissez pas ça pour aller chercher une personne qui va accepter de réaliser votre projet sans avoir fait une étude géotechnique. Lui, il cherche son argent. Il peut avoir problème plus tard et puis il disparaît. Mais c'est votre ouvrage. Et vous avez des engagements, vous avez une part de responsabilité dans ce sens-là. Donc voilà. À ce niveau, nous sommes encore au niveau de l'étude géotechnique, qui est très importante dans la mesure où c'est l'étude géotechnique qui permet de définir le type de fondation qu'il faut pour votre ouvrage.
c'est avec l'étude. Sans étude géotechnique, on ne peut pas définir un type de fondation parce qu'il existe plusieurs types de fondations. C'est vrai que vous savez que non, pour construire un immeuble R+3, R+4, on va faire les semelles. Non. Ce n'est pas tous les immeubles qu'il faut faire des semelles. Il existe plusieurs types de fondations. Il y a la possibilité de faire des radiers. Il y a la possibilité de faire des semelles semi-profondes, c'est-à-dire des puits. Il y a la possibilité de faire des semelles profondes, c'est-à-dire des pieux. Donc, il existe plusieurs types de fondations. Et donc, du coup, il est important de faire une étude géotechnique afin de savoir quel est le type de fondation qu'il faut réellement pour ce projet-là. Parce que c'est la fondation qui porte l'ouvrage. Si la fondation est mal faite, votre ouvrage ne peut pas tenir debout. Est-ce que vous pouvez tenir debout si vos jambes ne fonctionnent pas bien? Vous ne pouvez pas tenir debout. Il est important de définir donc ces éléments-là. Et l'ingénieur, lorsqu'il travaille, lorsqu'il effectue la conception structurale de votre projet, a besoin de ces informations-là. Et vous devez payer, valider l'exécution d'une étude géotechnique pour la sécurité des usagers, des futurs usagers de ce bâtiment-là et pour la sécurité de votre investissement. Vous devez le faire. C'est de votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Donc voilà, l'ordre de la conception, voilà la première disposition que vous devez prendre en compte pour assurer une réalisation, pour sécuriser votre ouvrage principalement. Et même lorsque vous finissez la conception architecturale, la conception structurale qui est réalisée par l'ingénieur, vous devez solliciter l'obtention d'un permis de construire. Le permis de construire n'est pas qu'un papier. Le permis de construire n'est pas qu'un arrêté. Le permis de construire n'est pas qu'un numéro. Non, ce n'est pas juste ça. Le permis de construire est un document très important, surtout pour vous, le promoteur, surtout pour vous, le maître d'ouvrage. Parce que lorsque l'architecte et l'ingénieur conçoivent votre projet, vous êtes profane. Il y a des erreurs qui peuvent passer inaperçues à vos yeux. Mais lorsque vous arrivez à la phase d'obtention du permis de construire, lorsque la commission à la mairie va siéger pour analyser votre projet, parce qu'ils vont analyser votre projet, ils vont étudier tous les plans qui leur ont été fournis, ils vont étudier tous les éléments de structure, les notes de calcul, les plans d'exécution, les plans de ferrage et tout le reste. Ils vont analyser tout cela. Et ils pourront identifier, ils vont avec le rapport géotechnique, ils vont également travailler le rapport géotechnique qui a été réalisé lors de l'étude géotechnique. Ils vont analyser tout cela. Et s'il y a une erreur à un niveau, ils vont constater et ils vont renvoyer pour que cette erreur-là soit corrigée. Et là, ça sécurise davantage votre projet. Et là, ça sécurise davantage les personnes qui vont habiter dans ce projet-là. Parce que l'erreur a été identifiée avant que le projet ne soit réalisé. Parce que oui, il peut y avoir une erreur. Parce que oui, vous pouvez tomber sur un ingénieur, par exemple, qui n'a pas une bonne connaissance et qui commet certaines erreurs et tout. Voilà, ça peut arriver. Ce n'est pas parce que l'ingénieur a fini de concevoir votre projet que forcément tout est OK. Non, il y a la phase de vérification. Si vous ne pouvez pas payer un autre ingénieur pour faire une contre-expertise, pour pouvoir analyser et voir s'il y a une erreur ou pas dans votre projet, au moins avec la phase d'obtention du permis de construire, cette erreur-là peut être décelée et ça pourra peut-être sauver des vies. Alors, ne négligez pas cette phase d'obtention du permis de construire parce qu'elle est très importante. Elle est beaucoup plus à votre avantage. Ça permet davantage de sécuriser votre ouvrage. Davantage, énormément même. Voilà. Donc, si on se résume, lors de la phase de conception, pour éviter que votre ouvrage ne se fonde, retenez deux principales choses. Faites une étude géotechnique du sous-sol de votre terrain et engagez la procédure d'obtention du permis de construire de votre immeuble. Ces deux éléments vont principalement sécuriser votre investissement et protéger les futurs usagers de ce bâtiment-là. Voilà les deux principales choses que vous, à votre niveau, vous devez engager pour pouvoir assurer que votre projet se réalise dans les bonnes conditions et qu'il reste debout pendant des décennies. Ça, c'est ce qu'il est de votre
responsabilité. Je m'adresse principalement à vous, le maître d'ouvrage. La troisième chose que je pourrais également ajouter ici, c'est que vous avez également la responsabilité de choisir une bonne équipe pour assurer une bonne conception de votre projet. Et là, on verra plus tard, dans une autre vidéo, comment choisir une équipe efficace pour assurer une bonne conception et une bonne réalisation de votre projet de construction. Maintenant, votre projet a été bien conçu. Vous avez pris toutes les dispositions nécessaires lors de la phase de conception. À ce niveau-là, vous êtes sûr que non? Si le projet est réalisé tel qu'il était conçu, vraiment tout sera OK. Votre immeuble ne va pas s'effondrer pendant sa réalisation, encore moins après sa réalisation. Mais comment donc faire pour que ce bâtiment-là ne s'effondre pas pendant la réalisation ou après, lors de la phase de construction? Vous devez prendre un certain nombre de dispositions. Et la principale disposition que vous, en tant que maître d'ouvrage, vous devez prendre, c'est d'assurer un suivi efficace, un contrôle permanent lors de la réalisation. Vous devez vous assurer que, tel que le projet a été conçu, c'est ainsi qu'il sera réalisé. Que les dispositions constructives qui ont été élaborées lors de la phase de conception seront respectées pendant la réalisation. Parce que oui, un projet qui a été bien conçu, s'il est mal réalisé, il ne va pas résister, il peut s'effondrer. Tout sera clair sur la conception. On va faire toutes les études géotechniques, tous les plans seront OK, tout a été bien fait, tous les calculs ont été bien faits, les types de faits ont été bien définis, les diamètres des faits ont été bien définis, tous les diamètres des poteaux, tout est bien défini. Mais si ce n'est pas respecté pendant la construction, pendant la réalisation, cela ne servira à rien. Et vous devez donc prendre les dispositions en termes de suivi. Vous rassurer que ce qui a été dit, ce qui a été planifié, ce qui a été conçu est effectivement réalisé tel que. Vous devez donc choisir une équipe. Vous devez donc choisir une personne physique ou morale qui va se rassurer. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Mais vous devez choisir une personne morale ou physique qui a des compétences techniques d'ingénierie et même d'architecture, surtout d'ingénierie, parce que lorsqu'on parle des fondements des immeubles, on parle plus d'ingénierie que d'architecture. Vous devez prendre un ingénieur ou alors une équipe d'ingénieurs qui vont se rassurer que ce qui a été dit est respecté pendant la réalisation, que les dispositions constructives sont respectées. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on parle de la réalisation d'un plancher, c'est-à-dire d'une dalle, comme on appelle vulgairement, il y a ce qu'on appelle les poutres. Et les poutres sont de plusieurs ordres, principalement deux ordres. Il y a les poutres principales et les poutres secondaires. C'est facile lors de la phase de conception de définir qu'est-ce qui est la poutre principale et qu'est-ce qui est la poutre secondaire. Parce que la poutre principale est censée porter la poutre secondaire. C'est un peu comme une route. Vous avez les axes principaux et vous avez les routes secondaires. Et donc la priorité, c'est la poutre principale. Et la poutre secondaire vient se greffer sur la poutre, secondaire. Mais c'est facile à dire que facile à faire. Lors de la phase de réalisation, il y a des dispositions à prendre pour qu'effectivement c'est la poutre principale qui porte la poutre secondaire. Et si c'est le contraire qui est fait, il y a un risque de fondement de cette dalle-là. Et ça peut être banal. Et si c'est vous, le maître d'ouvrage, qui assurez personnellement le suivi de votre projet, vous pouvez ne pas voir ça. De toute même fois que vous allez pouvoir identifier cette erreur-là. Et donc, il est important que vous puissiez vous attacher les services d'un professionnel, d'un ingénieur qui va se rassurer à ce niveau-là qu'effectivement, c'est la poutre principale qui est en train de porter la poutre secondaire. Parce que si c'est le contraire, ça veut dire que la poutre secondaire est devenue la poutre principale. Alors que pendant la phase de conception, les caractéristiques de la poutre secondaire ne sont pas les mêmes que les caractéristiques de la poutre principale. Et lorsque vous changez, ça devient dangereux parce que la poutre secondaire ne peut pas supporter le poids de la poutre principale. Ça, c'est un exemple comme ça. Il existe plein d'autres exemples. Je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'on crée des poteaux sur un plancher, sur une dalle, c'est-à-dire qu'il y a les poteaux qui commencent à partir peut-être du premier étage. Il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour qu'effectivement
La poutre sur laquelle le poteau-là est posé peut supporter le poids de ce poteau-là et toutes les charges que ce poteau-là reçoit vers le haut. Et donc, il y a des dispositions constructives à prendre en compte et qui doivent être respectées. Sinon, cette poutre-là va fléchir parce qu'elle ne pourra pas supporter le poids de ce poteau-là. Et vous, en tant que profane, vous ne pouvez pas identifier ces éléments-là lors de la phase de réalisation si vous ne vous faites pas accompagner par un professionnel. Il y a donc plusieurs dispositions comme ça que vous devez prendre afin de vous rassurer qu'effectivement, c'est respecté. Je vais encore prendre un autre exemple. Au niveau des éléments en béton armé, on va définir les caractéristiques d'un béton. On va définir les dosages d'un béton. Il faut que ces éléments soient respectés pendant la réalisation pour qu'on puisse atteindre une certaine résistance. Lors de la phase de conception, par exemple, on définit la résistance du béton, par exemple, du poteau. Et pour atteindre cette résistance-là, il y a des dispositions à prendre lors de la phase de réalisation en termes de mélange de composition de béton et tout, en termes de durée de prise, en termes de temps de bétonnage, à quel moment est-ce qu'il faut faire le bétonnage. Parce que oui, un bétonnage qui se fait sous le soleil et un bétonnage qui se fait avant le lever du soleil ou après le lever du soleil n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et du coup, il est important qu'un suivi efficace soit fait à ce niveau-là pour se rassurer que les bétonnages se font soit avant le lever du soleil, soit au coucher du soleil. Et il y a d'autres dispositions à prendre en compte pour pouvoir atteindre la résistance souhaitée pour les éléments en béton armé de votre ouvrage. Et vous n'êtes pas forcément outillé pour pouvoir déterminer cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez à tout prix choisir une personne qui peut pouvoir identifier cela. Voilà donc en gros la principale action que vous à votre niveau, vous devez mener pour éviter que votre ouvrage, votre immeuble ne s'effondre, soit pendant la phase de conception ou alors après la réalisation. Il faudrait vous se rassurer que toutes les dispositions constructives sont respectées véritablement, minutieusement, et même s'il y a changement lors de la phase de conception, que cela soit bien planifié, que cela soit bien évalué afin d'éviter toute mauvaise surprise. Ici, je m'adresse principalement à vous, le maître d'ouvrage. Parce que il est important que vous puissiez comprendre votre degré de responsabilité. Il est important que vous puissiez comprendre que vous avez une part à jouer à la réussite de votre projet. Il est important que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez pas laisser abandonner votre projet à des inconnus carrément. Que vous devez garder un minimum de contrôle sur votre projet. Que vous avez des responsabilités et que vous avez des décisions à prendre qui sont importantes. Que vous ne devez pas vous faire duper. Que vous ne devez pas uniquement regarder la solution la moins coûteuse. Vous devez surtout regarder la solution qui assure une meilleure sécurité pour les futurs usagers. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, il y a des vies humaines en jeu. Vous devez donc vous rassurer que ces personnes qui vont utiliser votre ouvrage, ces personnes qui seront là pendant même la réalisation de votre ouvrage, seront en sécurité. Et que votre investissement sera également en sécurité. Et donc, vous devez prendre les meilleures décisions. Je pense vous avoir donné un maximum d'informations qui vous seront utiles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je réponds à toutes les questions. Laissez un like si vous avez aimé. Surtout, partagez l'information autour de vous afin que de nombreuses personnes puissent sortir d'une certaine ignorance et que les gens puissent comprendre véritablement quel est leur rôle et ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour éviter que ce genre de situation que nous vivons depuis un certain moment ne puisse prospérer. Alors je vous dis grandement merci de m'avoir écouté jusqu'au terme et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à parcourir notre chaîne afin de découvrir toutes les autres vidéos que nous avons eu à partager.